Oui, salut à tous et bienvenue à notre hebdomadaire La Lettre du Nord, ce programme de politique économique des États-Unis. Bien, cette semaine, nous allons parler de la faillite de la Silicon Valley Bank. Je viens de terminer juste l'enregistrement de le court commentaire que je fais sur ce sujet. Et justement, je parlais justement de portefeuille risqué et à peine ai-je fini que je reçois une notification qui m'informe justement, qui me donne des statistiques, des chiffres intéressants qui viennent justement substantier et supporter l'un des arguments que je mettais en avant. Donc j'ai dû reprendre immédiatement. J'ai décidé donc de shooter notre vidéo. Voilà. Donc je vous disais, nous allons parler de la faillite de la Silicon Valley qui crée une secousse et un remous actuellement dans le système financier. Et bien évidemment, les analystes et certains experts vont jusqu'à dire qu'il s'agit ici des prémices d'une crise financière qui similaire à celle de la crise financière de 2008. Ah, bien évidemment, pour moi, ça c'est une vision complètement dystopienne des choses. Bon, il y a des gens qui aiment bien se livrer à cela. Moi, je pense pas qu'on y arrivera. Après avoir survolé la presse financière et après avoir également échangé des vues avec quelques professionnels dans le secteur, il ressort de là que je pense pas qu'on y arrivera. Je me dis, je suis resté confiant que cette petite crise sera gérée de façon rapide. Bien, revenons donc au sujet pour dire que, pour commencer à poser deux questions essentielles, il y a lieu de se poser la question de savoir, est-ce que ce remous va s'empirer et quelles sont les conséquences de ce remous sur l'économie et même sur l'activité financière. Je vais essayer de répondre à ces deux questions rapidement pour vous donner une idée, chers auditeurs, de ce qui se passe de façon brève. Bien voilà, je vais commencer par dire donc le secteur bancaire des États-Unis est en bonne santé. Quand vous parlez de santé, c'est un continuum. C'est un continuum. Je ne voulais pas dire relative bonne santé, mais c'est un continuum. Bien évidemment, sur une ligne, vous pouvez déplacer le point. Lorsque vous, également, vous dites que vous êtes en bonne santé, bien, si vous avez une petite grippe, vous pouvez déclarer que vous êtes en bonne santé parce que vous pensez que la grippe peut être gérée seulement. Donc, c'est un continuum. Et sur ce continuum-là, on peut dire avec certaines confidences que le système bancaire est en bonne santé. Et pourquoi? À cause simplement de son taux de capitalisation. Voyez-vous, généralement dans les systèmes bancaires, ce qui se passe, c'est ce que les régulateurs justement exigent que les banques aient un certain ratio de liquidité qu'ils doivent détenir par rapport à la nature des actifs qu'ils possèdent. Ici aux États-Unis, ce ratio de liquidité est de 4%. Et d'après les experts, l'ensemble, je vais dire, ce ratio de liquidité, je vais dire pondéré, je ne sais pas vraiment le bon terme, voilà, pour pouvoir l'indiquer, ce ratio de liquidité pondéré sur la nature des actifs détenus par la banque est de 4%, doit être de 4% au moins. Mais l'ensemble du système bancaire, je le signalais, dans l'ensemble, un ratio de 14% comparé à l'ensemble des actifs de tout le système financier. Donc voilà, justement en s'appuyant sur cela, on peut déclarer avec un certain degré de confiance que le système bancaire est en bonne santé. Bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les choses peuvent s'empirer? Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des risques. Il y a deux risques majeurs que j'ai pu identifier. Le premier risque ici, il y a le risque justement psychologique d'une ruée bancaire. Parce que voyez-vous, si subitement, pour des raisons que quelconques, les déposants s'inquiètent de ce qui va arriver de leur dépôt et se ruent vers la banque et demandent à retirer leur argent. Il y a très peu, sinon pas de banque à mesure justement de faire face à une telle éventualité. Donc, d'où le risque d'insolvabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ce qui se passe avec la Silicon Valley. Avec la Silicon Valley, c'est exactement le même scénario. Justement, les déposants, pour des raisons quelqu'un se sont inquiétés de la nature, je veux dire ce qui pouvait arriver à leur dépôt, se sont rués vers la banque et ont demandé à retirer l'argent. Malheureusement, la Silicon Valley Bank n'avait pas suffisamment de liquidité. Elle a même essayé de vendre justement les actifs qu'elle détenait, mais elle n'a pas
pour des raisons qu'on va expliquer. Voilà, je peux expliquer ça rapidement. Elle a essayé de vendre les actifs, la plupart des obligations gouvernementales émises par les, je sais pas, le gouvernement américain et même des autres gouvernements. Elle a essayé de vendre ses actifs, mais elle a pour le moment vendu ses actifs à perte. Et pourquoi? Justement parce que ces actifs ont perdu de leur cote sur les marchés financiers, dû au fait que les taux d'intérêt dans l'ensemble étaient à la hausse depuis au moins depuis un an, sont à la hausse. Et pourquoi ils étaient à la hausse? Justement parce que les banques centrales et la réserve fédérale, particulièrement ici aux États-Unis, s'efforçaient de pouvoir contrôler et juguler la menace et la poussée inflationniste qui existe depuis Covid et qui a probablement été magnifiée par la guerre russo-ukrainienne. Donc voilà un peu, voilà ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank. Donc, si on a le risque justement de psychologie de la ruée bancaire peut empirer les choses. Cela dit, il y a un deuxième autre risque. Il y a le fait que, bien que je parle de banques qui sont relativement de bilan intéressant, il y a des banques qui ont des portefeuilles risqués. Et bon, quand on parle de portefeuilles risqués, bon, peut-être justement les banques qui ont suffisamment d'obligations, qui détiennent les obligations émises par les entités gouvernementales. Et voilà, si elles détiennent suffisamment de ces obligations et que la valeur de ces obligations est baissée, vous voyez ça, ce sont des portefeuilles risqués. Si jamais également il y a une ruée vers la banque, ces banques vont se retrouver en situation d'insolvabilité. Donc, comme je disais, le deuxième risque, donc, il y a lieu de savoir combien de banques dans le système ont de portefeuilles risqués. Donc, c'est ça. Et justement, c'est ça qui me fait donc revenir. C'est ça qui me fait donc revenir et faire cette vidéo justement parce que je viens juste d'obtenir une information que je vais vous lire rapidement. Bref, je voulais bien la lire. La notice informait donc qu'il y a des recherches qui viennent d'être faites. On s'est rendu compte à peu près 50% des banques américaines en ce moment n'ont pas suffisamment de liquidité pour parer à une éventuelle ruée bancaire. Voilà. Je ne sais pas, bon, quand je suis ça, moi je suis pas de façon générale, ça c'est le cas, parce que les banques généralement n'ont pas suffisamment de liquidité pour faire. Donc, cette notification, quand je l'ai lu là, on parle de 50 à 60% des banques, justement. Donc, est-ce que c'est ça qui doit vraiment faire le news? Maintenant que je réfléchis par rapport à cette, je veux dire, à ce titre d'actualité, je me dis, bon, c'est évident, c'est le cas. Mais s'il veut par là signifier, justement, que à 50, bon, s'il y a 50 qui n'ont pas suffisamment d'actifs, imaginez donc que dans 25% des banques américaines, j'imagine, c'est notre pourcentage, je n'ai qu'une spéculation dans le cadre de cette analyse, puisque je vous dis que si il y a des banques, il y a probablement des banques qui ont des portefeuilles risqués. Il y a lieu donc d'identifier quelles sont ces banques qui ont des portefeuilles risqués pour pouvoir justement manager le degré de sévérité et éviter que les choses s'empirent. Parlant justement de portefeuilles risqués, il faut encore expliquer. Il faut expliquer que face à la montée inflationniste, comme je vous signalais, il reste là quelques minutes, ce qui se passe, le risque de récession a commencé à être élevé. Donc, vous suivez les prédictions, les propos des grands capitaines de banque, des grands capitaines d'industrie, et ils se souciaient de la possibilité réelle d'une récession à l'horizon. Donc, avec l'élévation du risque de récession, avec la tendance à la hausse des taux directeurs, comme je vous signalais tout à l'heure, qui visait justement à maîtriser cette inflation, ce qui s'est passé donc, c'est que l'élévation des taux d'intérêt au VODES, cette tendance à la hausse des taux d'intérêt, les obligations émises par les entités étatiques ont perdu de leur valeur sur le marché. Parce que vous voyez, ils ont perdu de leur valeur sur le marché. Donc, si des banques se retrouvent avec des actifs comme ça qui ont perdu énormément de leur valeur, elles ne pourront plus les vendre, elles vont les vendre à perte. Et si jamais il y a ce phénomène de psychologie de ruée bancaire qui se produit, elles ne seront pas suffisamment d'actifs. Donc voilà pourquoi l'article, je ne sais pas comment subitement ça s'est échappé. La notification m'est venue. Voilà, la notification m'est venue qu'à peu près 50% des banques justement ne peuvent pas paraître une éventualité pareille. Donc, voilà un tout petit peu. Donc, mais je suis confiant parce que je sais qu'en ce moment, les inspecteurs, les régulateurs, les inspecteurs sont en train de regarder le bilan de toutes les banques et s'assurer justement que
de pouvoir identifier ces banques-là, portefeuille risqué, et trouver un mécanisme par lequel ils pourront justement résoudre ce problème-là. Bien, donc voilà un peu grosso modo. Dans le système, pour me résumer par rapport à la première question, le système ne pourra que s'empirer, la secousse ne peut que s'empirer s'il y a justement une ruée bancaire encore beaucoup plus énorme qui se pose dans les jours et semaines, et s'il y a suffisamment de banques, plein de banques, plus de 50%, je dirais, par exemple, de banques dans le système qui ont des portefeuilles risqués. Mais je crois que maintenant, ça nous amène à parler quelles sont les répercussions de cette secousse de la sélection gouvernementale. Le locataire de la Maison Blanche a décidé d'introduire, injecter l'argent dans le système et voilà, a décidé par exemple d'assurer tous les dépôts, par exemple de la Silicon Valley Bank et de Insurgent Bank. Et il continue et depuis dimanche, la presse nous informe que l'administration injecte des milliards et des milliards dans le système justement pour pouvoir parer à des éventualités que je viens de décrire tout à l'heure. Plus je vous disais que les inspecteurs travaillent intensément à scruter justement le bilan des banques pour pouvoir identifier quelles sont les banques qui ont besoin de support. Et voilà. Donc ça crée un dilemme. Pas un dilemme réel parce que je pense que le système dans son ensemble a appris des grandes choses de la crise financière de 2008. Justement dans la façon de gérer, donc, de pouvoir identifier quelles sont les banques qu'il faut soutenir, pour combien de temps il faut les soutenir, et voilà. Mais ce qui va se passer également, et ça crée également des dilemmes dans le sens où donc voilà, si vous trouvez avec 40 banques qui devront être en faillite, quelles sont les banques que vous allez soutenir, quelles sont les banques que vous n'allez pas soutenir, et sur quels critères est-ce que cela se fait? Quels sont les dépôts qui vont être assurés, quels sont les dépôts qui ne vont pas être assurés? Donc voilà, mais je pense que ce ne sont pas des questions difficiles à résoudre, parce que vous vous souvenez en 2008 avec le concept de too big to fail. Je me souviens par exemple de Lehman Brothers dans le système financier, ou bien de GM dans le système de l'automobile, des géants de l'industrie financière, bien de l'industrie automobile, qu'on ne pouvait en aucun cas laisser, parce que si on les laissait tomber, ça allait créer des problèmes dans tout le système. Donc, mais ici, on ne fait pas face à des difficultés, des ordres de cette magnitude-là. Donc, je me dis, je suis resté confiant à la capacité du système de pouvoir gérer ça effectivement, puisque justement, ils se mettent bras le corps là-dessus pour pouvoir gérer cela. Donc, il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure. Il n'y a pas lieu de s'alarmer outre mesure, les choses iront bien. Maintenant, ça c'est la répétition au niveau de l'action gouvernementale. Maintenant, au niveau de l'économie, ce qui va se passer simplement, il y aura peut-être, je ne veux pas dire un bouleversement, mais ça va ralentir simplement un peu la croissance, je veux dire, de l'industrie tech, spécialement des startups. Mais encore que même là, je crois à la capacité d'innovation et de pouvoir trouver et mettre en place un système ou de banques appropriées qui vont devoir gérer les activités de ces startups-là. Parce qu'en passant, la Silicon Valley, d'après tous les rapports, était vraiment compétente dans la gestion des activités de ces startups-là. Mais comme je rappelle, c'est ces rieux-là, justement, qui l'a pris par surprise dans un contexte, justement, où les actifs qu'elle possédait étaient en train de perdre de leur valeur. Bien, donc sur le plan économique, voilà ce qui se passait un petit peu de versement au niveau des startups. Au niveau du marché de l'emploi, ben, on va se retrouver avec des taux à l'emploi un tout petit des taux de chômage un tout petit peu élevés dans la Californie. Déjà, nous en parlions il y a 2 semaines. C'est vraiment intéressant parce que lorsque nous examinions justement les tendances à l'emploi du côté des États du Pacifique, nous avons parlé de la Californie. Et je disais justement que les investissements forts, et je rapportais ici que les investissements forts dans le secteur de la tech représentaient un lieu d'espoir. Voilà, des raisons d'espérer que la Californie devait connaître des croissances beaucoup plus fortes dans l'emploi, malgré le taux de vacances comme on appelle, des commercial real estate, de l'immobilier, de commercial real estate, de vacances dans le commercial real estate. Donc, mais voilà qu'avec cet événement-ci, dont la Californie va probablement vivre un ralentissement, une augmentation dans le taux de chômage, probablement cette année. Ben, comme je reste toujours confiant à la capacité du système et sa résilience et sa capacité de pouvoir rebondir. Donc, maintenant, en ce qui concerne le comportement des banques, je pense que on attend pour voir. Est-ce que la Banque fédérale va continuer sur cette tendance à la hausse de ses taux d'intérêt, ou bien on va peut-être décider de ralentir en ce moment justement pour pouvoir calmer le secteur financier, ne pas le faire paniquer.
dans le temps bien. Donc voilà un tout petit peu. Comment cela, à mon avis, les répercussions un peu sur l'activité, sur le comportement des actions gouvernementales, sur le comportement, sur les répercussions sur l'économie et sur le comportement de la Fédérale Réserve. Merci de nous avoir suivis.